bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture. Voyons donc ensemble les livres que j'ai lus au mois de juin. Alors comme d'habitude ces derniers temps, on va commencer par un petit récap rapide. J'ai lu en juin 5 livres complets et je vous parlerai du petit bout de livre que je suis en train de lire en ce moment, sachant que je tourne cette vidéo le 3 juillet. Je suis presque officiellement en vacances. Donc voilà, 5 livres, les notes vont de 13 à 21. Oui, 21. Et puis voilà, allons-y. Alors bien évidemment, ou pas d'ailleurs, tous les livres que je vais vous présenter, je les ai lus dans le cadre du Summer Books Challenge. Et l'un d'entre eux, je l'ai lu dans le cadre de mon challenge sur Insta, qui consiste à vider sa palle et chaque mois on a une thématique. Et donc c'est parti. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais il fait chaud. Alors parmi les livres que j'avais sélectionnés à lire pour ce mois de juin, et notamment sur mon challenge dont je viens de parler là, et dont j'ai déjà oublié le nom, ah oui, celui sur Insta pour vider sa palle, il fallait trouver un livre que l'on a dans sa palle justement depuis au moins 5 ans. Et moi j'avais sélectionné celui-ci, Aliénor, le tome 1, Une larme d'éternité de Pascal Roure. Il est question dans ce livre-ci d'une femme, donc on est sur une vibe vraiment féminine, avec, j'allais dire Frauenpower, mais je mélange un peu les genres, le woman power, hein, girl power plutôt, mais pourquoi girl quand on peut être une woman? Bref, donc ici on a une jeune femme, Aliénor, qui ne sait rien de ce qu'elle est, de qui elle est, et qui va le découvrir lors du bal de ses 18 ans il me semble, ou 21 ans, enfin bref, quand elle atteint l'âge où on se dit que potentiellement c'est une femme. Vous voyez, je vous parlais de femme et pas de fille. Et voilà, donc elle découvre qui elle est, d'où elle vient, etc. Et elle s'avère être la descendante d'une lignée de femmes très très importante. Une lignée de femmes qui a à voir aussi avec les Vaudois. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est assez régional, enfin non, les Vaudois ils ne viennent pas de Provence, mais il y en avait un peu et je me souviens d'avoir étudié ça quand j'étais en 5e, autant vous dire que ça remonte un petit peu. Et donc c'était aussi pour ça que j'avais pris ce bouquin, parce qu'il se passe par chez moi du coup en Provence, avec plein de petits endroits que je connaissais. Donc voilà, on partait sur quelque chose de bien, avec une belle, un beau prologue assez historique, mais quand même. Et puis en fait, j'ai été fortement déçue par cette lecture. Parce qu'elle m'a amenée là où je ne pensais pas du tout être amenée. Et c'est ce qui fait que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors que franchement, comme je vous l'ai dit, ça avait tout pour me plaire. On est dans du fantastique, c'est la Provence au 19e. Ça se base sur des faits historiques, même si après ça part bien sûr dans complètement autre chose, hein. On a une femme forte, etc. Mais on a aussi un espèce de triangle amoureux, et ça c'est pas trop mon truc. On a cependant quelque chose qui donne une dynamique au livre, qui est une alternance entre de la description, de l'action, des sentiments. Enfin voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, mais j'ai pas accroché. Je suis désolée et je lirai pas la suite. Et c'est pourquoi c'est avec la plus mauvaise note que l'on commence, le 13 sur 20. On s'entend, hein, c'est quand même une bonne note. On s'entend aussi, ça ne m'a pas plu à moi, mais ça peut plaire à d'autres. D'autant plus si vous voulez aller en Provence. Mais j'en ai un autre à vous montrer d'ailleurs tout de suite. Et voilà, bref, pas pour moi, mais avec un fort potentiel. Alors après celui-ci, j'ai lu un autre livre en auto-édition. Il s'agissait cette fois d'un service de presse que j'ai lu en numérique, Dose de sucre et grain de sel de Lorenza, qui a eu la gentillesse de m'envoyer son roman. Et alors là, c'est pas du tout la même chose, si ce n'est qu'on est également en Provence, plus précisément sur la Côte Bleue. Et là, encore une fois, alors comme avec le premier pour le coup, hein, j'ai retrouvé ma Provence, mais celle vraiment que je connais, parce que j'ai pas vécu au 19e siècle, hein, quel que soit mon âge. En revanche, là, on est dans les années 2000, donc c'est vraiment, je connais, hein, voilà, oui, je connais. Et puis on a des personnages hauts en couleur qui reflètent vraiment bien le sud de la France, avec d'une part le vieux marin d'un côté, dénommé Lucien, que l'on va suivre ponctuellement sur des chapitres, qui est vraiment du coin et qui n'aime pas les touristes, enfin bref, les vieux que l'on peut avoir par chez nous.
Mais bon, c'est comme ça. Et puis que l'on peut être aussi soi-même quand on en a marre de voir arriver ces flots de touristes, hein, donc soyons honnêtes. Et puis on a à côté quand même l'histoire de base qui est celle d'une famille recomposée, décomposée, recomposée, redécomposée, enfin bref, lisez-le, qui a pour pilier on va dire Aline, donc une jeune trentenaire, et son fils de 7 ans, alors je dis trentenaire mais ça, oui si. Et donc son fils de 7 ans, Louis, surnommé Petit Louis parce qu'effectivement il est assez petit, assez gringalé. Et avec elle, donc, elle a son nouveau compagnon, Eric, qui lui-même a un fils, Kevin. Et bon, ils n'ont pas du tout les mêmes façons d'appréhender l'éducation de leurs enfants qui ont à peu près le même âge. Mais ils s'entendent plutôt bien, enfin je veux dire, elle est assez contente d'être avec lui, lui semble assez heureux aussi. Ils sont alors contentes et amoureuses d'ailleurs, hein, voilà. Voilà, comme on peut être dans une seconde vie, entre guillemets. Et le problème, parce qu'évidemment s'il y a un livre il y a un problème, c'est que la maladie vient frapper à la porte de cette famille qui a l'habitude de partir dans un camping tous les étés, donc c'est là qu'ils se retrouvent et c'est là que la personne va tomber malade. Et contrairement à ce qu'on peut croire là sur les quelques mots que je viens de vous dire, ce roman est vraiment un feel good. Parce que oui, il y a la maladie, mais la maladie fait partie de la vie et on va avoir vraiment cette famille qui va essayer de vivre avec cette maladie. On va avoir tous ces gens qui gravitent autour, donc ceux qui ignorent totalement la maladie, qui font comme si elle n'était pas là, elle n'y aurait pas. Il y a ceux qui en font beaucoup trop, parce qu'il faut être aux petits soins, il faut surtout pas que cette personne, voilà. Et puis il y a ceux qui la vivent et qui veulent en fait juste être normaux. Alors bien sûr il y a des petits aménagements à faire, mais pourquoi ne pas essayer d'ancrer ça dans la normalité? Voilà. Donc on a tous ces personnages, on a une mère qui est forte, une mère courage qui se sacrifierait pour son fils, mais alors 1000 fois. On a un fils qui est tellement discipliné, tellement gentil, tellement... On rêverait d'avoir un fils comme ça et puis en même temps on se dit le pauvre, on a l'impression qu'il est jamais joyeux quoi. Donc voilà. Je dois vous dire que le personnage d'Eric m'a profondément énervée dès le début. C'est moi je pouvais pas. Déjà on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, mais c'est très bien parce qu'en fait dans ce roman on a vraiment un panel de personnages qui reflètent la réalité avec une dose, alors non seulement de sucre mais également d'humour, et ça j'ai adoré. Ce que j'ai adoré aussi c'est vraiment l'ambiance provençale. Je vous assure qu'en lisant le roman j'avais l'impression d'être chez moi, oui vraiment, mais je retrouvais mon quotidien, mais en même temps embelli par la plume de l'autrice avec des façons de s'en sortir, et puis vraiment je l'ai lu avec ça, hein, franchement. Bon alors peut-être pas tant, mais mais voilà, c'était... Et puis des petits mots qu'on retrouve, enfin moi j'ai adoré. La façon dont est traitée la maladie, c'est génialissime. Sans en faire trop, sans être dans le pathos, mais en même temps, comme je vous dis, on voit tout ce qu'il y a autour et comment c'est appréhendé, c'est juste génial. Comme je vous l'ai dit, on a plein de personnages et bien évidemment on a toutes les relations entre ces personnages, donc des relations amoureuses, des relations fraternelles, des relations amicales, on a de tout, et puis un petit peu moins amicales parfois, hein. Par exemple Lucien est assez bougon. Voilà, donc bref, j'ai adoré ce roman auquel j'ai mis la note de 20 sur 20, voilà, on est sur un excellent roman que je vous conseille de lire à 1000%. Là en plus c'est la saison, il vient de sortir, il est sorti le 30 juin, c'est l'été dans ce roman, enfin en tout cas au début, et allez-y quoi, c'est le moment ou jamais de vous faire plaisir de lire quelque chose de génial. Voilà, et puis la couverture est franchement trop chou. Alors ensuite j'ai lu une petite bande dessinée qui est finalement aussi un feel good. Il s'agissait de Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca Marco Maella, chez Bamboo Éditions. C'est une bande dessinée qui n'est pas du tout dans mes habitudes, ça m'a fait un petit peu sortir de ma zone de confort, même si on a ici également un côté développement personnel que j'avais déjà trouvé dans un livre que j'ai lu précédemment il y a fort longtemps. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une vie vraiment à 100 à l'heure, mais qui aimerait bien être heureuse, et pour cela elle est persuadée que le yoga par exemple va l'y aider.
alors je fais du yoga, c'est vrai que ça détend, mais bon, la façon dont c'est fait ici, c'est qu'elle va partir faire un séminaire de yoga, donc avec un grand maître, je sais pas trop comment il s'appelle déjà, enfin si, il s'appelle Jean-Eudes, mais je veux dire comment il est appelé. Et donc cette bande dessinée est divisée en 5 chapitres. Mais dans ces chapitres, en fait, on a plein de petites histoires parce que notre héroïne, dont j'ai complètement oublié le nom, ah voilà, Clémentine, va rencontrer pas mal de personnes et chacune de ces personnes a un vécu qui va lui raconter de manière à en fait lui montrer que le bonheur peut être à portée de main. Et voilà. Cette bande dessinée donc permet une réflexion sur la vie tout simplement, le chemin de vie que l'on parcourt et puis l'accès au bonheur, hein, c'est clairement sa thématique. On a des planches à l'image de la couverture qui sont plutôt dans les tons verts, je vais essayer de vous en trouver mais bien sûr je tombe pas du tout sur des planches vertes. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est très très doux, on a des couleurs vraiment très douces, des dessins très épurés, très doux également, donc qui nous donnent cet aspect un petit peu zen attitude d'ailleurs avec les bambous derrière. Enfin moi j'ai l'impression de voir des bambous, c'est pas du tout des bambous, hein, ce sont des grands arbres mais je sais pas pourquoi, Si je sais, ça y est, c'est parce que c'est Bambou Édition. Mais non, je pense que même si j'avais caché ça, je verrais des bambous, j'allais dire bêtement mais ouais je sais pas. Bref. Cette bande dessinée, elle aspire à la zénitude et voilà. Donc je ne peux que vous la recommander. Et c'est pour cette raison que je lui ai mis la note de 17,5 sur 20. C'était pas du tout Aliénor je crois. Non, je l'ai pas depuis 5 ans. Alors tout à l'heure quand je vous ai présenté Aliénor, je vous ai dit une énormité, à savoir que c'était le livre que j'avais sélectionné pour ma lecture du mois de juin concernant des livres qui sont là dans ma palle depuis au moins 5 ans et qui prennent la poussière. Pas du tout. Parce qu'Aliénor, je ne l'ai pas depuis 5 ans. En revanche, celui-ci, je l'ai depuis plus de 5 ans il me semble. Il s'agit donc, comme vous pouvez le lire, de Louis Le Gallou, le premier tome, Le village au bout du monde de Jean-Luc Marcastel. Moi je l'avais dans une maison édition du Matagot. C'est plus édité chez eux, je sais même pas si cette maison d'édition existe encore. Aujourd'hui, ce roman et cette saga d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a 5 tomes, sont édités chez Léa. La couverture d'ailleurs ne change pas, tout ce qui change ici c'est le logo de la maison d'édition. Voilà. C'est un roman jeunesse, mais il peut être lu par tout le monde. Autant vous avez l'habitude, si c'est pas la première vidéo que vous lisez chez moi, que vous regardez plutôt, sur cette chaîne, vous avez l'habitude que je vous dise non, c'est trop jeunesse, c'est trop même young adulte des fois. Là on a du jeunesse, enfin jeunesse, c'est pour des ados quoi, donc c'est pas des young adultes, mais oui, jeunesse, puisque les protagonistes ont 13, 14, 15 ans, voilà, enfin les principaux quoi. Donc on est chez de l'ado. On a des thématiques adolescentes, telles que celle, la première, hein, l'identité évidemment, les sentiments, les premiers émois, etc. Mais je vous assure que c'est assez bien écrit, dans une langue assez... comment dire, qui n'est pas simplifiée, hein. Elle peut parfois être complexe, il y a vraiment un vocabulaire recherché et adapté au Moyen-Âge, puisque cette histoire se passe au Moyen-Âge et on a vraiment l'impression d'y être avec les termes utilisés et l'histoire et les personnages de manière générale. Donc c'est vraiment très très bien écrit, hein, ça c'est sûr. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, vous le voyez, si vous voyez la couverture, un galou c'est un loup-garou. Donc là aussi on partait bien, hein, parce que j'adore ça. et donc ce Louis, c'est notre personnage principal qui va se révéler être un loup-garou. Alors il ne l'est pas au début, mais comme c'est le titre de la saga, on s'en doute un petit peu, hein. Voilà. Et donc comment vivre quand on est un loup-garou, comment vivre dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre, enfin c'est la France, ça se passe même en Occitanie. Seulement, il y a une brèche qui traverse la France, une brèche ténébreuse, d'où sortent des bêtes infâmes. Et alors les loups-garous ne sont pas, enfin les galous ne sont pas vraiment issus de cette brèche, mais ils sont plus ou moins le dernier rempart contre les monstres qui en sortent. Sauf que les loups-garous, c'est pas des gentils quand même, hein, voilà. donc voilà, on est dans cette ambiance-là et j'ai beaucoup aimé. On a une écriture, comme je vous disais, qui est assez riche, qui se calque, ou je trouve pas mon mot, qui colle très bien au Moyen-Âge,
mais en même temps c'est très fluide à lire, ça se lit tout seul, il se passe plein de trucs, on est entre action, sentiment, voilà. Il y a vraiment un lore derrière très très intéressant, et j'ai l'impression que plus ça va aller dans les tomes et plus on va en savoir. Donc non, franchement j'ai beaucoup aimé, et j'ai mis à ce roman-ci également la note de 17,5 sur 20. Donc je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle, et puis il est fort possible que je lise la suite. Alors pas forcément tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, et que je ne l'ai pas, et que j'essaye de me réfréner un petit peu sur mes achats livresques. Il n'empêche que très bien, et en plus le livre est très agréable à lire, ça se lit très vite. Il y a même des recettes de cuisine à la fin, enfin je veux dire c'est un livre très complet. Voilà, je vous le recommande. Et alors enfin, last but not least, je vous avais dit que les notes allaient de 13 à 21. Oui, et qu'on n'a pas eu le 21. Le 21 il est là. Le tome 5 de la Guilde des Ombres d'Anatrice, La Guerre Céleste. Et alors là, j'en reviens pas. D'ailleurs c'est à cause de lui que j'arrive plus vraiment à lire. Alors dans la Guilde des Ombres, pour rappel, on a une héroïne, Panama, qui est enrôlée dans la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins, elle, à la fin du premier tome, elle est un assassin, et le deuxième tome, en fait, c'est la chute de la guilde, donc il va falloir qu'elle s'en sorte. La chute de la guilde telle qu'on la connaît, mais que l'on se rassure, on a un personnage qui va garder cette guilde. Personnage que je n'aime pas, mais bon, il est fait pour pas être aimé. Mais il est excellent, très bien fait, hein, tout comme toute cette saga. Bref, ici, on est dans la guerre, vraiment. Hein, ça s'appelle pas la guerre céleste pour rien. Vraiment, l'autrice arrive à nous plonger pleinement dans la guerre, quoi, avec la préparation du terrain, les conflits, le besoin d'argent pour faire la guerre, le comment et qui fait quoi, etc. Et autant moi j'ai un petit peu du mal avec ce genre de choses, autant Anatrice écrit tellement bien que ça passe tout seul. C'est voilà. Anatrice est aussi connue pour ses romans spicy, ou en tout cas avec du spicy. Et là, il y a un chapitre entier de spicy, de genre 40 pages, hein, ou peut-être que 20, j'en sais rien. Moi ça m'a paru 40. Mais non, c'était que 20, hein, je crois. Je sais plus. Je sais plus, mais il était génial. Enfin, je veux dire, moi, le spicy qui est juste pour mettre des épices et voilà, faire genre, il y a une scène X, ça me plaît pas trop. Mais quand ces scènes-là, comment dire, déjà sont bien écrites, pas dans le gore, pas dans le trash, pas dans le... bref, voilà, très bien écrites. Quand elles sont utiles à l'histoire à 1000%, ou même ne serait-ce qu'à 100%, je dis oui. Voilà, et là on a presque un chapitre entier avec ça, mais c'est un chapitre qu'on attend depuis genre 2 ou 3 tomes, hein. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on attend depuis un petit moment. Et puis très bien. Mais alors ce que j'ai adoré par-dessus tout dans ce roman, c'est un chapitre plutôt vers la fin, qui m'a fait pleurer. Je vous refais la scène, je lis le matin, comme ça, en prenant mon petit déjeuner. Et j'arrive à ce passage d'une dispute entre deux personnages, de mes 2 personnages préférés. Et là, mais j'en pouvais plus, parce qu'en fait, cette scène, elle justifie, ou en tout cas, elle explique le ressenti de Panama par rapport au tome 2 que j'ai exécré parce que... Enfin, j'ai pas exécré, non, c'est un excellent tome, il est très bien écrit, etc. Mais j'ai failli abandonner la saga à cause de ce tome 2 parce qu'il est très... dark romance, en fait. Et que ça m'a pas du tout plu, la relation que Panama avait avec cet autre personnage. Mais là, elle l'explique et on a enfin plus ou moins son point de vue, qu'elle le lâche avec tous ses sentiments, avec tout ce qu'elle retenait jusque-là. Et moi, j'ai pas pu me retenir, j'en ai chialé et j'ai dû finir le roman ce jour-là parce qu'il me le fallait. Il fallait que je finisse, il fallait que je sache ce qui allait se passer. D'autant plus que la tension entre ces 2 personnages, c'est waouh. Que dire? Oui. Donc je vous ai dit qu'on était au cœur de la guerre. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est aussi avec plein de dragons. Dans la Guilde des Ombres, il y a un dragon dès le début, même si on le voit pas sous forme de dragon. Dans le tome précédent, on voit enfin des dragons. Mais dans celui-ci, ça y est, c'est bon, là, ils sont partis les dragons. Enfin, ils sont partis, ils sont là, ils sont bien là. Je peux vous assurer qu'on les voit combattre, on les voit mourir aussi. Alors ça, on avait déjà vu, mais...
Ils prennent vraiment part à cette guerre céleste. J'ai adoré les persos, je vous dis avec ce roman je suis passée par 1001 émotions. La plume de l'autrice est excellentissime et addictive, c'est un pavé de 800 pages que j'ai défoncé en quelques jours. Alors non pas quelques, en fait 10. C'est quand même un peu beaucoup mais... mais bref, c'est beaucoup plus que ce que je lis d'habitude. Mais il faut dire que la guilde se lit tellement bien que... Voilà, je ne peux que vous le recommander et donc c'est bel et bien à ce livre que j'ai mis la note de 21 sur 20. Pourquoi? Moi je fais toujours des notes 5 sur 5 sur 5, enfin 4 notes sur 5. Mais je crois que c'est au personnage que j'ai mis 5,5 et je sais pas, à deux fois j'ai mis 5,5 sur 5 parce que c'est juste tellement bien écrit, c'est une histoire excellentissime, c'est au-delà de tout ce que j'avais lu jusqu'ici, voilà. Bref, lisez La Guilde des Ombres, tout simplement. C'est un coup de cœur monumental qui fait qu'après je suis tombée dans une panne de lecture. Parce que, je vous explique rapidement, le livre que je devais lire en juin également, c'était, hop, j'ai le tien à l'envers, le tome 1 de Éveil, Éclipse de Julie Bognaud, qui est un livre que j'ai depuis fort longtemps. Et vous voyez, j'en suis là, donc à la page 102, sur 400, je sais pas combien là, 450 ou 460. Et j'y arrive pas en fait. Alors déjà je suis très fatiguée due à la chaleur, bon ok. Mais je veux dire si j'arrive à lire 20 pages dans la même journée, c'est déjà beaucoup. Je n'arrive pas à le lire. Alors non seulement l'histoire est peut-être un peu, voilà, comme j'en ai déjà lu ailleurs, encore que ça se passe au Japon avec des loups, j'ai jamais vraiment lu ça, si ce n'est les mangas. Mais j'y arrive pas parce que comment? Mais comment on peut lire quelque chose après ça? Comment? Faut m'expliquer, je sais pas. Donc voilà, je vous parle de celui-ci, pourquoi? Parce que il est fort possible que je l'abandonne en fait. Parce que potentiellement à partir de lundi, on va partir sur une LC, donc une lecture commune, de Le Bronze et l'Ambre de Sam Agaili, qui ne fait pas du tout partie, donc comme vous le voyez, de ma pile à lire pour le Summer Books Challenge. Mais je veux pas m'enliser dans un livre. J'ai, comme je viens de vous le dire, une palle à lire. Peut-être que j'y reviendrai parce que l'histoire est pas si nulle que ça. Hein. Clairement, si je suis déjà à 100 pages en beaucoup, franchement, je l'ai commencé le 27 juin. On est le 3 juillet. J'ai lu que 100 pages. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez les chroniques peut-être un petit peu moins exhalées, un peu plus objectives des livres que je viens de vous présenter, je vous invite à faire un tour sur mon site steffiwolf.fr. Si cette vidéo vous a quand même plu malgré l'exaltation et ma façon de noter parfois étrange, je vous invite bien évidemment cette fois à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire si vous aussi vous notez par exemple vos lectures. Vous pouvez aussi me mettre juste un petit emoji, je sais pas si est-ce qu'il existe un 100 ou un 20 sur 20 mais je crois pas qu'il y ait. Enfin bref voilà, juste ça, ça me fera très plaisir. Et ce qui me ferait plaisir aussi si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est tout simplement de vous abonner à cette chaîne. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!